Erev Tov Mevorach Birshut Moray Verabotai. Parashat Shavua, la paracha de cette semaine, Vaïgash. On se trouve à la fin du livre de Bereshit, donc à la fin du fondement du peuple juif, et donc son installation en exil, mais bien plus que ça. On va assister cette semaine, dans la paracha, à une évolution, une transformation d'une famille qui s'appelle la famille de Yaakov Avinu, qui, Baruch Hashem, s'est développée. Elle est arrivée à 70 personnes dans cette famille, Shiv'im Nefesh. Et elle descend d'Eretz Israël en Égypte pour très longtemps, 400 ans. Et cet exil va permettre à cette famille de Yaakov, de 70 personnes, à se transformer. Donc ils vont rentrer en tant que famille, mais ils vont sortir 400 ans plus tard, 210 ans, un peuple. Et c'est ça ce que j'aimerais réfléchir avec vous ce soir. Comment une famille se transforme en peuple? Si maintenant je vous dis, je déménage, je vais à Ouganda, je vais avec ma femme, mes enfants ils ont des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. Après je déclare, je suis un peuple. Je suis un peuple. Comment d'une famille, on peut se retrouver peuple? Donc ça sera le thème à travailler de cette paracha, et je vais commencer avec les questions sur le comportement de nos patriarches dans cette paracha, et qui vont nous permettre à comprendre comment se fait cette évolution d'une famille, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, de Béné Israël, ils vont devenir Am Israël. Bien. Alors donc, première question sur la paracha. Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni yedaber na avdecha davar beoznei Adoni ve'al yicharapecha beavdecha ki chamocha kefaro. Yehuda, il vient, il s'approche, Vaïgash, donc il s'approche de Yosef et il lui dit, regarde, j'ai envie de te dire quelque chose. Je te raconte l'histoire depuis le début. Il y avait la famine, on est descendu, on est venu te voir, tu nous as accusés. Une grande histoire, longue histoire, il s'est passé depuis qu'on est venu la première fois. Tu nous as dit, est-ce que vous avez de la famille? On t'a dit oui, on a un petit frère. Tu nous as dit, Yosef, tu nous as dit, allez le chercher. Et on est reparti. Notre père ne veut pas laisser Yosef, Binyamin, parce qu'il a déjà perdu un enfant, Yosef, il veut pas perdre le deuxième. Et là, la famine s'est endurcie, on a dû quand même descendre avec Binyamin, et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous prendre Binyamin? Notre père va pas supporter. Il mourra. Dès qu'il apprendra qu'on lui a pris son deuxième fils, il mourra. Première question. Pourquoi tu as besoin de lui raconter toute cette histoire? Pourquoi tu repars au commencement? On connaît toute l'histoire. On connaît toute l'histoire. Pourquoi tu as besoin de lui dire, ouais, on est venu, et tu nous as demandé, et on est reparti, et on est revenu, et tu nous as pris Binyamin? Dis tout simplement, notre père a déjà perdu un enfant. S'il perd le deuxième, il va mourir. Alors Yehuda, il dit, prends-moi à la place de Yosef. Pourquoi tu as besoin de toute une scène? Prends-moi à la place de Binyamin. Toute une scène, il te raconte et il vient. C'est une méthode de négociation, mais il connaît ses arguments. On perd pas du temps chez les pharaons, quand on arrive chez les gens importants, on perd pas du temps à expliquer à droite à gauche, on va droit au but. Deuxième question importante. Vaïgash elav Yehuda vayomer. Yehuda vient et il va dire. Mais ils étaient déjà en discussion. À la fin de la paracha de Miketz, il est écrit là-bas, quand on a attrapé Binyamin en flagrant délit avec la coupe de Yosef, Yehuda, il a dit, on se propose tous esclaves. Yosef, il dit, non, montez tous, moi je garde le brigand, je garde le voleur. Partez.
Et comme ça, c'est terminé la paracha. Et là, Vaïgash, et là, Yehuda. Mais c'est Yehuda qui parlait dans la paracha. Il était déjà en discussion. J'ai pas compris. Il parle et après, il revient et il parle. Mais il est en pleine discussion. On verra tout de suite. Troisième question. Mais c'est quoi l'événement nouveau? C'est la même discussion. Mais de toute façon, ils disent en train de parler, de négocier, de rester tout. S'il a dit non, moi je garde que Binyamin. Alors dit, alors prends-moi alors à sa place et laisse Binyamin. Or déjà, il lui a dit non, moi je garde que le voleur. Donc, ça sert à quoi? La Higash et la Yehuda, comme si c'était une nouvelle discussion. C'est la même discussion. Troisième question à ce sujet. Après, on passe au prochain sujet. Comme a dit Rabbi Gilbert, il déforme l'histoire. L'histoire qu'il raconte Yehuda à Binyamin, ce n'est pas l'histoire qu'on connaît. Il dit, on est descendu, tu nous as demandé, on est reparti. Et où il est Shimon dans l'histoire? Vous vous rappelez que Shimon, la première fois, quand ils ont été accusés d'être des espions, entre parenthèses, ça aussi, il ne le dit pas. Il dit pas, tu nous as accusés d'espions, on est venu, et tu nous as accusés de ça, il parle pas de tout ça. Et ni de l'emprisonnement de Shimon. Shimon n'est pas mentionné. Il parle seulement de la discussion. Est-ce que vous avez un petit frère? Oui, on a Binyamin, et maintenant on est allé chercher. Donc c'est très étonnant. Ça c'est donc sur le comportement de Yehuda. Ça c'est première question de ce soir. Deuxième question. Comportement de Yosef. Aujourd'hui on va prendre des personnalités et on va les décortiquer. Comportement de Yosef, Rabotai. Yosef quand il se dévoile, maintenant on lit quelques psukim. Dans Perek Memhe. Ça se trouve dans la Aliyat Sheni. Dans la deuxième montée. Velo yachol Yosef leitapek. Donc, suite à l'argument de Yehuda, sache, notre père, il va mourir si Binyamin ne revient pas. Velo yachol Yosef leitapek lechol anitzavim alav. Yosef n'arrive plus à se contenir. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait dans une chambre à côté, il sanglotait, il éclatait en sanglots et il revenait, il essuyait les larmes. Là, il en peut plus. Vaikra otziu kol ish me'alai. Laissez-moi seul avec mes frères. Vaiten et kolo bivri. Il commence à pleurer. Et là, il dit, Vayomer Yosef, pasuk gimel, perek memhe pasuk gimel. Vayomer Yosef elechav, ani Yosef. Aod avichai. Moi, je suis Yosef. Mon père est encore vivant? Je comprends pas. Il vient de te dire qu'il est vivant. Il vient de te dire que si Binyamin ne revient pas, il va mourir. C'est que, déduit, qu'il est vivant. Et en plus, quel rapport? Ani Yosef. D'abord, dis-leur que t'es Yosef. Non. Ani Yosef. Aod avichai. Et il continue le passage. Velo yachlu echav la'anot ki nivhalu mipanav. Ils étaient dans le choc. Ils pouvaient pas réagir. Et là, continue. Vayomer Yosef elechav geshuna elai. Encore une fois, Geshuna elai, venez. Vaïgashu. Vayomer, ani Yosef achichem asher mechartem oti mitzrayim. C'est moi Yosef. Tu viens de le dire, c'est pour ça qu'ils sont choqués. Pourquoi tu as besoin de dire deux fois, je suis Yosef? Après, il leur dit, vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes, Akadosh Baruch Hu, il a fait bien les choses, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ici pour pouvoir sauver l'humanité, il y a de la famine dans tout le monde, etc., etc. Pourquoi tu dis deux fois Ani Yosef? Et c'est quoi la question à Odavichai? Il vient de te dire qu'il est vivant et qu'il risque de mourir. Hein? Elle est forte la question. Non seulement ça. Encore une question sur le comportement de Yosef. Par la suite, quand il va voir Binyamin, et tous les frères, ils vont commencer à s'approcher de lui. Il est écrit dans le pasuk Yud Dalet. Vaipol al tzavare Binyamin achiv vayevk, ou Binyamin bachal tzavarav, vainashek lekol echav vayev kalem. Il y a eu deux épisodes de pleurs. Premier épisode, Binyamin. Yosef, il prend Binyamin, il pleure. Deuxième épisode, tous les frères. Il pleure avec eux. Pourquoi tu fais cette différence? Binyamin, et après les frères. Enlace-les tous. Non seulement ça, c'est que par la suite, pour pouvoir repartir chercher Yaakov, il va leur donner, Tzedal Aderech, il va leur donner de quoi faire la route. Alors il va tous leur donner des robes, et à Binyamin, il va lui donner 5 robes.
En Yiddish, on dit Aouda. Il refait la même erreur que Yaakov il a fait. Qu'est-ce que tu fais de différence? Pourquoi tu pleures que chez Binyamin après tous les frères? Pourquoi tu donnes à lui 5 robes? Pourquoi tu refais la même erreur, la même jalousie? Tu veux que quoi? Tu veux qu'en route, ils vont s'occuper du compte de Binyamin comme ils se sont occupés de toi il y a 20 ans? Pourquoi, Yosef, tu te comportes comme ça? Tu refais des différences comme il s'est passé auparavant. L'Omouvan? J'entends. Il a voulu les tester. J'entends. Mais est-ce que c'était pas suffisant? Si c'est dévoilé, c'est que c'était bon. J'entends. On va y arriver. Ok. Donc on a posé des questions sur Yehuda. On a posé des questions sur Yosef. Maintenant, on pose des questions sur le comportement de Yaakov. Et de ce qui se passe avec Yaakov. Yosef va demander à ses frères, une fois c'est dévoilé à ses frères, il va leur dire, allez chercher Yaakov, faites-le descendre en Égypte. Bon. Maintenant, quand il veut dire qu'il vienne descendre en Égypte, c'est pas seulement pour le voir. Parce que si c'est ça, il suffit de le voir et de repartir. Non. Yosef, il veut que Yaakov, il descende et qu'il s'installe en Égypte. Pourquoi? La terre des Juifs, c'est pas l'Égypte. La terre des Juifs, c'est Eretz Israël. Donc tu fais descendre ton père d'Eretz Israël pour te voir. D'accord, je comprends, tu peux pas partir, t'es un homme important, tu dois gérer la crise économique. D'accord, qu'il vienne te voir. Mais laisse-le repartir. Et par la suite, même par haut, il dit, allez chercher, on va lui trouver ici, j'ai envie qu'il habite ici. Pourquoi? Donc en fait, c'est ici que commence Aboutaï, c'est ici que commence l'exil d'Égypte. Parce que quand Yaakov descend, c'est fini, il y en a pour 400 ans. La sortie, ça sera après les 10 plaies, après Moshe Rabbeinu, etc. Maintenant, pourquoi faire ça? Pourquoi entamer une exil qui a été voulu par Yosef, qui a été entamé par Yosef? Et même Yaakov, il dit, waouh, je suis content. Il dit, je suis content, je vais aller voir mon fils avant de mourir, etc. Il est content. Pourquoi tu es content? Encore de le voir, je suis d'accord. Et c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Yaakov, quand il va partir en Égypte, il va s'arrêter, il va faire une escale à Beersheba. Vous voulez qu'on voie un peu les psukim? Ça se trouve dans Perek Memvav. Perek Memvav, c'est dans la Liat Hamishi. Alors, il est écrit comme ça. La cinquième montée. Vayomer Israël Rav, Od Yosef ben Ichai. Baruch Hashem, dit Yaakov Avinu, mon fils est vivant. Elecha ve'erenu beterem amut. Je vais aller le voir avant de mourir. Vaïssa Israël vechol asher lo. Vayavo be'er Shava. Vaïsbach zevachim leloya ve'Yitzchak. Il va là-bas et il va faire des sacrifices. Ok, Vayomer Elohim le Israël bemarot halayla. Et là, Hashem se dévoile à Yaakov Avinu la nuit. Vayomer Yaakov, Vayomer Ineni. Vayomer Anochi ha'el Elohe avicha. Al tira mereda mitzrayma. N'aie pas peur, parce que tu seras un grand peuple. Anochi ered imcha. Je descends avec toi. Qui a dit qu'il a peur? Yaakov, il était enthousiaste de descendre, n'est-ce pas? Il a dit, je vais voir mon fils avant de mourir. Donc Hachem, il se dévoile dans la nuit, il dit, Yaakov Avinu, n'aie pas peur, tu descends, tu n'auras aucun problème. Mais Yaakov Avinu, il était en pleine route, il était comme un fou d'aller voir son fils. Qu'est-ce que tu as besoin de le consoler? Qu'est-ce que tu as besoin de le calmer? Il lui dit, Altira, Nochi ered imcha. Le mouvan. D'abord, pourquoi il a besoin de faire ses zvachim? Aller faire ses sacrifices pour remercier. Bon, peut-être pour remercier. Et Hachem se dévoile. Pourquoi ce dévoilement? Il est inutile ce dévoilement, il s'apprêtait à partir. C'est pas comme à la sortie de chez Lavan. Chez Lavan, il avait peur, il dit Lavan, il va venir, il va m'attraper, il va me tuer. Mais là, c'est Yaakov qui décide d'aller voir, il va voir son fils, Yosef. Pourquoi tu as besoin de voir une névoie, une prophétie? Oui, Yaakov, n'aie pas peur, tu vas descendre, tu seras un grand peuple, tu sortiras. Il a jamais eu mal. Pourquoi tu viens le... Donc ça, c'était sur le comportement de Yaakov. Dernière question sur le comportement de Yaakov. Quand Yaakov descend en Égypte, alors il est écrit qu'il va rencontrer Paro. D'accord? Ça c'est dans le Perek Mem Zayin. Il va rencontrer Paro. Et dans le Pasuk Zayin, même Zayin, Pasuk Zayin, le Pasuk décrit la rencontre entre
Yaakov et Paro. Vayave Yosef et Yaakov aviv. Donc Yosef, il emmène son père Yaakov, Vayamide ou lifne Pharaon, il le ramène devant Pharaon. Vayivarer Yaakov et Paro. Et Yaakov, il bénit Paro. Vayomer Paro et Yaakov. Écoutez la discussion étrange. Écoutez la discussion étrange. Vayomer Paro et Yaakov. Kama emeshene chayecha? Quel âge tu as? Qu'est-ce que ça t'intéresse quel âge j'ai? Pourquoi c'est important mon âge? Tu peux pas me demander comment j'ai fait pour éduquer un tel Yosef tellement intelligent, quelle université tu as inscrit ton fils. Et Yaakov il suit la discussion. Vayomer Yaakov el Paro, yemesh shne megurai shloshim u me'at shana. J'ai 130 ans, me'at veraim, une vie pas terrible. Yemesh shne chayai velo yisigu et yemesh shne avotai. J'ai pas eu le même âge que mes ancêtres. Vayivarech Yaakov et Paro, il bénit encore une fois. Vayetzem ilifne Pharaon. Pour ça, il est venu en gros quoi. Chez Paro. Il vient chez Paro, ils vont discuter. On dirait des retraités qui ont rien à faire de leur vie, ils s'assoient. Ah, quel âge tu as? Ah, c'est bien. Toi, t'as 95 ans. Ah, et quel âge tu as? Moi, j'ai 96 ans. Ah, c'est bien. Ma'olerkan. C'est quoi? Et c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose dans la discussion. C'est ça la discussion. Quel âge tu as? Et il lui répond, j'ai une vie 130 ans, elle est pas terrible. Dernier sujet de questions Rabota et après on répond à Yesod Difla. D'accord, on a parlé de Yehuda. On a parlé de Yosef. On a parlé de Yaakov. Maintenant, on parle de Goshen. C'est quoi Goshen? Goshen, c'est le pays en Égypte où les Béné Israël vont habiter. Pourquoi ils habitent dans un pays précis en Égypte, pas dans une ville, dans un endroit précis? C'est Yaakov qui demande. Yaakov, quand il descend, il va envoyer Yehuda d'abord, d'accord? Il va l'envoyer à Goshen. Et Yosef aussi, il va tout faire, après même avec Paro, il va tout faire pour écarter la famille de son père des Égyptiens. Il va leur dire, écoutez, nous, les Hébreux, c'est des bergers. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les moutons et vous, les Égyptiens, c'est votre Azara. Les Égyptiens ne pouvaient pas supporter les bergers parce que leur idole, c'était le mouton. Alors il dit, regarde, eux, c'est des bergers, ils peuvent pas habiter avec nous, mets-les de côté. Pourquoi Yaakov Avinu, Yosef, souhaite à tout prix écarter, mettre à l'écart le peuple juif à Goshen. D'accord? Donc ça sera, Bezrat Hashem, les questions de ce soir. Alors venons, on essaye de répondre, Bessiyata d'Ishmaïa. Donc on reprend par le commencement pour expliquer ce qui se passe dans cette paracha. Donc, comme notre habitude le veut, avec le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est lui qu'on a pris cette année. Alors, dit le Rav Hirsch, on l'a étudié la semaine dernière, on n'a pas fait le cours ici, mais on a enregistré le cours. On a vu que Yosef Hatzadik, pourquoi il joue les prolongations? Il aurait pu terminer l'affaire tout de suite. Pourquoi il a joué les prolongations? Il les a fait souffrir, il les a accusés, il a gardé Shimon, ils sont partis, ils sont revenus, il a gardé Binyamin. Pourquoi il joue ce jeu? On a expliqué la semaine dernière que Yosef Hatzadik, c'est quelqu'un qui règle les problèmes. C'est le poter à Chalomot. C'est lui qui règle le problème des rêves, c'est lui qui règle le problème de la crise économique, et c'est lui qui va régler le problème de la famille de Yaakov. Et quand il règle les problèmes, il règle. Et donc lui, quand ses frères, il va le retrouver, il va pas dire, venez, on s'embrasse, on termine. Non. Ça s'appelle en hébreu tiyurah. Vous savez c'est quoi tiyurah? Quelqu'un qui a des trous dans le mur, et il prend du ciment et il recouvre, il bouche. Ça c'est boucher des trous. Yosef Hatzadik, il souhaite résoudre le problème entre les frères. Pourquoi? Alors nous avons dit à deux facettes. Le peuple juif, il va naître de cette famille-là. Cette famille de Yaakov, ces 12 tribus, c'est eux qui vont se transformer d'une famille en peuple juif.
Et c'est ce qu'on est en train aujourd'hui de réfléchir. Comment ce switch se fait? Comment ça passe de famille à peuple? Alors, Yosef Hatzadik, il dit, c'est quoi un peuple? Quelle est la différence entre des individus, une famille, et un peuple? Une famille, c'est des individus. Ils sont nés du même père, ils sont nés de la même mère, ils se ressemblent, ils ont des caractères ressemblants, mais c'est une famille. Le moment où cette famille-là se transformera en peuple, c'est lorsque cette famille-là se transforme en une seule puissance. C'est-à-dire, comme on a expliqué, que Yaakov Avinu, c'est lui qui a dévoilé, qui a découvert Hachem, et c'est pour ça que le Beth Amikdash, lui, le voit en tant que Baït, une maison, et une maison qui a des individus, qui a des personnes, qui a plein de choses. Le but, il est que la famille juive devienne un peuple qui va faire rayonner la présence divine dans ce monde. Et pourquoi on a besoin de cette évolution d'une famille à un peuple? Parce que un peuple, c'est lorsque tous les individus de la famille vont comprendre la force qui se cache dans chacun des individus, chacun des frères, les 12 vatim, 12 tribus. Ils vont comprendre chacun les atouts les uns des autres. Ils vont voir leurs défauts et ils vont apprendre des autres pour voir et réparer leurs défauts et prendre les qualités des autres. Et c'est là qu'il va devenir une puissance. Pas seulement ça, c'est la première étape. C'est là qu'une famille devient une puissance, une nation. C'est ça ce décalage. C'est lorsque des individus se transforment en une seule puissance. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, on va compter le peuple juif. On va compter la famille de Yaakov. Et on va dire, ça c'est lui, c'est l'enfant de tel. En tout, Shiv'im Nefesh. 70, pas Shiv'im Nefashot. Shiv'im Nefesh. Nefesh, c'est au singulier. Or, Shiv'im, c'est au pluriel. Non. Le peuple juif, la famille juive, qui va se transformer en peuple, c'est une famille. Et c'est ça le sens profond de Ardout. Ardout, c'est pas, on se dit bonjour, on se dispute pas. Ça, c'est Yosef, il veut pas ça. Yosef, quand il a rencontré ses frères, il a pas voulu dire, on dit bonjour, on se dispute pas. Non, c'est pas ça le shalom. C'est pas ça la Ardout. Ardout, c'est lorsque on règle le problème de son intérieur, parce que les disputes sont là à cause de nos différences, et nous, ce qu'on doit faire, c'est prendre nos différences et les transformer en atouts. Puisqu'on est différents, moi j'ai de quoi t'apprendre, toi t'as de quoi m'apprendre, à deux, on forme une force. C'est comme ça qu'une famille peut se transformer en un peuple. Deuxième étape que Yosef a besoin, c'est que pour un peuple, il y a besoin d'une hiérarchie. Si on souhaite que Hachem se dévoile à travers tous les individus de cette famille, tous les individus de ce peuple, il faut il y a des gens qui sont plus éloignés de lui, des gens qui fréquentent pas la spiritualité, ils sont plus dans le matériel, il y a des gens qui sont plus spirituels. C'est pour ça que Hachem, il a établi dans le peuple juif une hiérarchie. Il y a les Kohanim, les prêtres qui sont spirituels, qui servent d'intermédiaires entre le peuple et Hachem. Il a nommé des rois, il a nommé tous ces personnages-là. Il n'a pas donné des pouvoirs pour que les pouvoirs, ce soient des personnes qui vont gouverner et qui vont écraser le peuple. Non, il a nommé des gens au pouvoir afin qu'ils élèvent tout le peuple vers Hachem. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière et il y a 2 semaines. Ces deux choses-là, c'est ce qu'il a essayé, c'est pour ça qu'il a tiré du temps dans la parashat Miketz, il a perdu beaucoup de temps pour régler ces deux problèmes. La nécessité des frères l'un à l'autre et, en deuxième temps, la nécessité du pouvoir. C'est pour ça que Yosef il dit, j'ai besoin que mes rêves se réalisent. Mes rêves, c'était qu'ils se prosternent envers moi. Et moi, les rêves, pourquoi tant qu'ils se prosternent? Non, parce qu'il faut qu'ils comprennent que Hachem m'a nommé au-dessus d'eux pour que justement, pour que je les aide, pour que je les fasse vivre, pour que je les rapproche d'Hachem. Bien. Donc maintenant, on arrive à Vaïgash. Parashat Miketz, il ne s'est rien passé. Miketz, c'était le noir. Voilà. Que la galère. Pour Yosef, c'était une délivrance, parce qu'il est sorti de prison, Miketz. Mais pour ses frères, c'était la galère, jusqu'à la fin de la parasha. Et là, nous arrivons à la parasha de Vaïgash, où tout va se renverser, où la famille va retrouver son union, va se réunir, elle va se retrouver tout en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça commence par Vaïgash. Certes, la discussion entre Yehuda et Yosef a été entamée déjà à la paracha la semaine dernière.
Mais là-bas, la discussion était suite de toutes les discussions, dispute entre frères. On vient, tu nous as accusé d'espions, tu nous as pris Shimon, maintenant on est venu avec Binyamin. Discussion entre des individus. Ça s'appelle les discussions Rikshi. Rikshi, c'est les émotions. C'est les émotions qui parlent. Tu nous as pris, tu nous as accusé, tu nous as fait souffrir, mon père va mourir. Il joue sur les émotions. Et là, il est écrit, Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda, il dit, écoute, ça y est, on a assez parlé. On a assez parlé. Tu nous as fait trop long l'histoire. On a assez parlé. On a assez discuté. Maintenant, je suis Nigash Elecha. C'est quoi Nigash Elecha? Je viens vers toi. C'est quoi je viens vers toi? Je ne parle plus à tes émotions. Laisse tomber maintenant l'ego. Laisse tomber nous, toi et moi. Maintenant, je parle à ton cerveau. Réfléchis tout seul, Youssef. Vaïgash Elav. Ça, il dit le Ravir. C'est marqué, Eda Bernav Decha Beozne Adoni. J'ai envie de te parler des choses à tes oreilles. Il veut maintenant parler. Il dit, Yehuda, on a assez tiré les émotions. Passons à l'intellectuel. Et là, il lui dit, raconte une histoire. Il va pas lui raconter l'histoire comme elle s'est passée. Oui, tu nous as accusés, tu nous as pris Shimon. Parce que s'il lui raconte la même histoire, il reste dans l'émotionnel. Il lui dit, laisse tomber toutes les histoires. Tu nous as accusés, tout, c'est pas grave. Tu nous as pris Shimon, c'est pas grave. Laisse tomber. Viens, je te raconte l'histoire du début. Sikhli, intellect. Nous avons un frère. Ce frère s'appelle Binyamin. C'est le seul qui reste dans notre famille. Notre père va mourir si on lui prend. Et tu te rappelles, dès que tu es venu, on t'avait dit qu'on a un petit frère qui est pas venu avec nous. Il est pas venu avec nous depuis la première fois, parce que mon père a peur pour lui. Il va mourir. Donc il lui dit, Yehuda, je t'en prie, laisse tomber toutes les histoires entre nous. Prends-moi à sa place. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et là, à ce moment-là, quand Yosef, il entend cet argument, c'est là qu'il craque. Quand c'était dans les émotions, qui c'est qui a raison, j'ai pas raison, ils m'ont vendu, ils n'ont pas vendu, je vais m'en venger, pas me venger. Quand t'es dans les émotions, t'arrives à te contenir. Parce qu'un homme, quand il est dans les émotions, alors, pour la dispute, il est capable de tout faire. Il est capable de se contrôler. Mais lorsque Yehuda, il est Nigash Elav, il dit, dans la même discussion, mais là, c'est un autre niveau. Bah, Nigash Elav, il vient maintenant. Alors là, Yosef, ça dit qu'il peut plus tenir. Pourquoi il peut plus tenir? Il dit, qu'est-ce que je recherchais, moi? Je recherchais une rectification à la racine. C'est quoi la rectification à la racine? Non seulement qui s'aiment les uns les autres, comme on a vu la paracha de semaine dernière, ils voulaient pas le laisser, ils ont dit on est tous des esclaves. Mais là, ils ont fait plus fort. Là, ils ont tapé plus fort. Mieux encore que aimer les frères les uns et les autres. Il a dit, Yehuda, je reconnais qu'il peut y avoir des enfants qui sont plus chers aux yeux de papa que d'autres. Et je vois que Binyamin, c'est grave s'il rentre pas. Prends-moi à sa place. Moi, c'est moins grave. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit Yehuda, maintenant, non seulement qu'on s'aime les uns les autres et qu'on va apprendre des uns des autres parce qu'on a besoin chacun d'autre, mais là, on reconnaît même la place de la hiérarchie dans la famille. Et cette place de hiérarchie, quand on a les deux choses, c'est là qu'on peut transformer la famille de Yaakov en peuple d'Israël. Bien. Tu voulais poser une question? C'est ça caché. C'est ça Bechozka. C'est ça Bechozka. C'est ça Bechozka. Parce que quand on parle émotionnel, alors on peut chauffer Yosef, on peut l'énerver. Alors là, on fait attention, on parle doucement, on essaie de trouver les bons arguments. Mais quand on parle Sikhli, Yehuda, il essaie de faire réfléchir Yosef. Alors il lui tape dedans. Il lui dit, écoute, réveille-toi, réfléchis. Ça peut être le pshat de Bechozka. Ça peut coller avec Rachid. Ok. Alors déjà, on comprend que la discussion qui se passe ici, la transformation de Miketz à Vaïgash, c'est ça. Ce qui se passe dans Parashat Vaïgash, où le peuple juif va passer d'une famille à un peuple qui va faire que Yosef va craquer, que maintenant le retrouvaille, tout va s'arranger, c'est lorsqu'on passe de Regesh à Sechel, des émotions au cerveau. Et ça, on va approfondir sur ça aujourd'hui. Un homme,
qui est dans l'émotionnel, qui se trouve dans les émotions. Il a des choses dans sa vie, etc. Et donc, ces émotions le focalisent sur son problème. Un homme, il a un problème. Et donc, il est concentré sur son problème. On va prendre Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a perdu un fils. Il n'arrive pas à trouver consolation. Cette chose-là lui fait perdre la Ruach HaKodesh. Il ne voit plus rien. Il n'arrive plus à réfléchir au loin. Il est complètement focalisé. Quand on est Rigshi, on est focalisé sur le problème. Seul l'homme qui arrive à retrouver, c'est pour toutes les personnes qui sont en galère ou les gens qui sont endeuillés, quand on essaye de mêler un petit peu notre cerveau et d'essayer d'écarter un peu l'émotion, c'est là qu'on peut trouver consolation. Par exemple, quelqu'un qui a perdu un proche. Il est au chef Shiva. Le chef Shiva, il peut rien faire. Il peut rien faire. Son émotion le concentre sur son problème, il est focalisé sur lui-même, il ne peut plus rien faire, aucun projet, rien du tout. Mais lorsqu'il va comprendre que il y a un cerveau, et le cerveau dit que Akash Baruch Hu, c'est lui qui a fait le monde, et il a mis des gens, et chacun a son tafkid, etc., et chacun il a son moment, etc. Quand un homme, il va mêler un petit peu l'intellect, et il va déconnecter un peu son émotion, c'est là qu'il va trouver consolation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien plus fort que ça. Quand on parle d'un passage d'une famille, la famille de Yaakov, au peuple juif. Le peuple juif, c'est un projet. Un grand projet. C'est une puissance. Prendre des individus, les coller les uns les autres afin qu'ils apprennent les uns des autres, deviennent une puissance, la hiérarchie. On met de côté le regesh. On laisse, la famille, c'est quelque chose qui est émotionnel. Des frères, des sœurs, des parents. Oui, ça, et tu m'as pris ça, et tu m'as fait ça. Tout est rikshi. Tout est rikshi. Tout est émotion. Ouais, tu m'as pas dit bonjour, et tu m'as fait comme ça. Ça, c'est le regesh. Mais, quand on est dans le regesh, on est focalisé sur la. On reste au stade de famille. On reste dans le noyau familial. Le seul moyen de transformer la famille en peuple, c'est quand on sort du noyau familial. Comment on sort du noyau familial? Lorsqu'on sort du regesh, on sort de l'émotion et on passe à l'intellectuel. L'intellectuel, c'est-à-dire se coller à un projet. Voir au loin. Si tu es émotionnel, tu te concentres sur toi-même. Finalement, tu te bloques. Tu te rapetissis. C'est pour ça, Rabotai Davar Nifla. Yaakov Avinu, il n'avait plus de roi HaKodesh. Parce que son regesh, son émotion, le concentrait sur Yosef. Et Rabotai, quand il y a marqué qu'ils sont venus chez Yaakov, ils lui ont montré, n'est-ce pas? Dans l'Aliyat Ramishi. Ils sont venus, ils lui ont montré. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayomer Israël. Od Yosef ben Ichai. Vaïssa Israël. C'est plus Yaakov Avinu. Ça devient Israël. Ben, toutes les parachiotes là, Miket, etc., c'est Yaakov. Dans cette paracha, Israël, et ça devient, Yaakov devient Israël. Pourquoi? La différence entre les deux noms de Yaakov, c'est la même personne. Yaakov et Israël, c'est que Yaakov, c'est un homme particulier. Le père de la famille, qui a perdu un fils, qui est triste, qui a des problèmes. Mais dès qu'il retrouve Yosef, qu'on lui a raconté qu'il a une grande réussite et que maintenant, les pièces du puzzle commencent à prendre forme, position. Il comprend, Yaakov Avinu, que tout ça c'est un projet et que tout ce qu'il a traversé, toutes ces difficultés, c'est pour faire un peu, pour réaliser un projet. Là, Yaakov Avinu, il retrouve, il y a marqué Vatehi Ruach Yaakov. Dit Targum, c'est quoi Vatehi Ruach Yaakov? Sharta ala Ruach HaKodesh. Il recommence à avoir les projets au loin. Et soit que la paracha la semaine prochaine, il va faire des brachot, il va leur dire, j'ai envie de vous dire ce qu'il y a Be'acharit Hayamim, il a envie de... Maintenant, Yaakov, il explose, il a envie de tout leur dire. On va l'empêcher. Certaines choses on va laisser, certaines choses non. Mais on voit ici ce point-là. Que lorsque Yaakov, il était concentré sur sa douleur, il était Yaakov, le père de famille, c'était une famille. Seulement, lorsqu'il va retrouver, il va comprendre, il va quitter le regesh, il va quitter le regesh, l'émotion, il va aller au sechel qui comprend qu'il y a un projet plus grand que ça, plus large que ça, que les problèmes se minimisent lorsqu'on les regarde. Quand on a une photo plus large, on est plus éloigné de la photo. Alors là, ça va se transformer en projet, en peuple,
voir au loin. Ça, c'est très fort. Et tout ça se passe comment? Vaïgash. Vaïgash est là, il dit, quitte l'émotion, passe à l'intellect. Regarde le projet. Arrêtons de nous chamailler sur des faits, sur des petites choses, sur des discussions. Qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Voyons le projet en grand. Maintenant, c'est pour ça que Yosef, quand il a vu ça, il a dit, maintenant qu'on fait ça, il faut que j'aille prendre Binyamin, le serrer à lui, pas aux autres, lui donner des robes, plus que les autres, 5 robes pour lui. Parce que si ils ont compris que la famille, c'est un projet, chacun renforce l'autre, chacun a sa place et chacun rayonne sur l'autre afin que ça devienne une puissance unie, alors il faut que je leur montre que je fais des différences. Parce que maintenant, les différences ne seront pas source de jalousie. Ils seront source de force. Oui, Binyamin, plus important. Oui, c'est ton frère. Il vient de Rachel, tu l'as jamais vu. C'est logique. Maintenant, les différences, au contraire, ils sont voulus. Comme on a dit, on le dit tout le temps. Achdout, zolo, achidut. L'union ne veut pas dire tous les mêmes. Au contraire, ça gâche. Si on est tous, comme tu as dit, on est tous uniformes, on perd le Ham Israël. Le Ham Israël a expliqué le Rav Hirsch à travers Yaakov Avinu le Baït, c'est l'Arav Gavaniout, c'est les différentes approches, les différentes manières de réfléchir, les différentes manières de vie, chacun son mode de vie. C'est comme ça qu'Hachem rayonne à travers chacun, et là ça devient, les nations à l'extérieur, ils voient un peuple. Si on voit les mêmes personnes qui servent Hachem, que les religieux, que les comme ça, les nations, ils voient pas un peuple juif. Ils voient un peuple avec des personnes religieuses. Lorsqu'on voit une entité, 12 vatim, migvan, d'accord, plein de nuances, diversité exactement, diversité, et que tout ça parle dans le monde et annonce Hachem, présence divine, là, c'est un peuple, là, c'est l'Am Israël. Fin de Sefer Bereshit, c'est comme ça que va se réaliser le projet du peuple d'Israël. On a commencé à Parashat Lech Lecha, début de Bereshit avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il pose les premières pierres, il lance les graines. La réalisation de ce peuple se fait à travers Yaakov Avinu. Comment elle se fait? Il a fondé une famille, différents chacun les uns des autres. Ils ont compris à présent que les différences les renforcent, parce qu'ils apprennent les uns des autres. Ils ont compris que l'hierarchie permet à toute la population de s'approcher d'Hachem. Vous avez compris ça? Yallah, on peut partir en Égypte. Pourquoi on part en Égypte maintenant? Maintenant qu'ils ont compris, alors c'est bon. Ramenez-les en Eretz Israël. Il faut partir en Égypte. Pourquoi? Yosef, il dit Goshen. Moi je parle de Goshen. J'ai pas envie qu'ils se mélangent avec les Égyptiens. Pourquoi? Parce que nous on est des bergers. Le peuple juif c'est des bergers. C'est quoi les bergers? C'est un métier. L'Égypte, c'était le seul moyen de former le peuple juif rayonnant à l'extérieur. Pourquoi? Quand il n'y a pas de contradiction, quand il n'y a pas de tentation à l'extérieur, l'homme n'arrive pas à les hitbatot, il n'arrive pas à s'exprimer. Et j'explique. Si le peuple juif se trouve dans un endroit qu'il n'y a pas de itnagdout, comment on dit itnagdout? D'opposition. Il n'y a pas d'opposition à son chemin. Le peuple juif finalement ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde. Donc pour créer le peuple juif, comme on vient de décrire avec tous les détails, qu'il soit rayonnant de la présence divine dans le monde, ils sont obligés d'aller dans un endroit qui va exactement à l'inverse, qui s'oppose à la vision juive. Et le pays le plus apte à accueillir le peuple juif, c'est l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'était leur avodah zara, c'était quoi? C'était agneau-là. C'était avodah zara, c'était l'antithèse du judaïsme. L'antithèse du judaïsme, donc en fait, le peuple juif doit grandir en Égypte, là où il y a l'antithèse, afin que ils vont créer en eux des nogdanim. Des nogdanim, c'est des, comment on dit?
Des Nogdaim, c'est des anticorps. Des anticorps. Ah, vous servez à rien. Vous êtes tous Français de France, vous servez à rien. Alors, ils vont créer en eux des anticorps parce qu'ils ont une itnagdout. Ils ont une opposition. Et là, on a toutes les conditions pour créer d'une famille, créer un peuple. On a une famille, que chacun est conscient du besoin de la différence entre chaque homme et son frère, 12 tribus. On a la prise de conscience que cette hiérarchie, elle nous rapproche tous d'Hachem. Ceux qui sont en haut de la hiérarchie, ils sont pas là pour nous écraser, ils sont là pour nous monter. Et maintenant, on a même le lieu adéquat, le lieu adapté pour pouvoir créer ce peuple. C'est l'endroit où ils vont créer des anticorps à ceux qui vont renier la présence divine. Et là, à ce moment-là, ils vont rayonner la présence divine. Et par la suite, la fin de l'histoire, je vous raconte la fin de l'histoire, il va y avoir un roi qui s'appelle Paro, qui va persécuter le peuple juif, et là, Hachem va se dévoiler en flagrant délit en Égypte. C'est ce lieu-là que va être créé le peuple juif. Mais pour ça, il reste une dernière condition. Eretz Goshen. C'est-à-dire que le peuple juif pourra créer ses anticorps, annoncer une présence divine devant tout le monde seulement s'ils ont un ghetto, un endroit pour se retrouver, un endroit pour garder les liens à la source. Dit le Rav Hirsch, c'est ça, tous les ghettos qu'il y a eu en Europe. Il dit, c'est quoi les ghettos en Europe? Il dit, c'est là, c'est Eretz Goshen. Quand on est en exil, quand on est mélangé avec des personnes qui sont, on doit être avec eux. On doit vivre avec eux parce qu'on doit s'opposer à ce qu'ils représentent, parce qu'on doit éclairer, on doit être hors la goïm. Mais il faut toujours avoir un ghetto. Au Maroc, c'était le Malah. Là, c'était le ghetto. Aujourd'hui, chaque famille, c'est un ghetto. Parce qu'aujourd'hui, ça va tellement dans tous les sens que chaque père de famille a pour responsabilité de préserver, protéger sa famille afin qu'ils restent tous liés à la famille, à cette fraternité, leur donner les kélim, les capacités, leur donner les forces, que lorsqu'ils arriveront lorsqu'un juif rencontrera un égyptien, lui, c'est Avodah Zara contre le Paro, c'était quoi? Li ori vani asitini. Moi, je me suis créé et mon île est à moi. C'est l'antithèse, c'est la renier Hachem. Quand il va voir les Aseret Hamakot, Paro, il dit, moi, misé bien Elokim asher yashma bekolo. Qui c'est ce Dieu? L'Égypte, c'est l'antithèse de la présence divine. Et alors là, comment le juif va pouvoir répondre, oui, Hachem est là? C'est seulement grâce à ce ghetto, à ce Eretz Goshen, qui va leur permettre de garder les pieds sur terre, garder le lien avec Hachem, garder le lien familial, garder le lien à leur nation, préserver leur nation. Est-ce qu'on a répondu à tout? On en voit. Il nous reste encore quelques points. Mais venons, on reprend les questions. Première question qu'on a demandé ce soir, c'était le comportement de Yehuda. Pourquoi Yehuda, il raconte toute cette histoire depuis le début? Pourquoi il manque des détails? Pourquoi va y gâcher la vie Yehuda? À la fin de Parashat Miketz, il a déjà été en train de parler. Voilà, nouvelle discussion. On a expliqué que oui, on était dans la même discussion, mais c'est une nouvelle discussion. Jusqu'à maintenant, on était focalisés chacun sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que un homme qui laisse parler ses émotions, l'émotion le focalise sur lui-même. Et quand on est sur nous-mêmes, chacun voit sa position, on va pouvoir parler jusqu'à demain matin, rien ne changera. Yehuda, il dit stop. Yehuda, il dit passons à l'intellect, passons en grand, passons au projet. Alors là, qu'est-ce qu'il va lui raconter? Il va lui raconter l'histoire de Shimon et tout ce qu'il l'a accusé, voleur. Là, je te raconte une histoire. Il y a un père qui a perdu son fils. Que s'il perd le deuxième fils, c'est terrible. Je prends sa place. Et on n'en parle plus. Quand Yosef, il voit ça, donc ça, j'arrive à la deuxième question. On a posé la question sur Yosef. Quand Yosef, il dit, Ani Yosef achichem, aod avichai, et après, il répète, venez chez moi, vayigashu elai, Ani Yosef achichem. On a posé deux questions. Pourquoi tu dis deux fois Ani Yosef achichem? Et pourquoi tu dis aod avichai? Tu sais qu'il y a Avodra, ils t'ont dit, il va mourir si tu ramènes pas Binyamin, c'est qu'il est vivant. Ça se demandait, vous devez réaliser que vous tuez votre père par la seconde vérité. J'entends. Mais selon ce qu'on a vu aujourd'hui, je propose autre chose. Ani Yosef. C'est quoi Ani Yosef? Le Ani Yosef, il y a deux Ani Yosef. Il y en a un qui est émotionnel, il y en a un qui est intellectuel.
Quand je viens chez mes frères m'ont vendu, m'ont persécuté, je suis parti en Égypte pendant 20 ans. Et je leur dis, c'est moi Yosef, le Yosef du passé. Ça, c'est le Yosef émotionnel qui parle. Ouais, c'est moi le Yosef, vous m'avez vendu, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mivalou Mipanav, ils peuvent plus parler. Ils ont plus les émotions. Ils brûlent à l'intérieur. Quoi, c'est toi Yosef, c'est toi, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, Vaïgash. Le même Vaïgash, c'est la Viouda, mais il dit Geshu Elai. Geshu Elai. Il leur dit, Ani Yosef, Achichem, Hacham, Echartem, Oti, Velemichia, Shelachani, Eloké. Il dit, maintenant, laissez l'émotion. Si on parle des émotions, vous allez brûler d'émotions jusqu'à demain matin. Parlons intellectuel. Regardez le projet. Sortez de la photo et regardez ce qu'Hachem il a fait. Hachem, il a fait que vous étiez jaloux de moi. Pourquoi? Parce que mon père, il a payé 20 shekels de plus pour une belle tunique pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez vendu. Je suis descendu ici. Après, j'étais là-bas. Après, j'étais en prison. Après, je suis ressorti. Et après, les rêves et tout ça. Et je suis devenu le plus grand en Égypte, en dessous par haut. Maintenant, c'est moi qui gère l'économie mondiale. C'est moi qui va sauver le monde. Et maintenant, vous êtes venus et je vais vous sauver. Quittez l'intellect, quittez l'émotion et passez à l'intellect. Au projet, il leur dit 2 fois, Yosef Achichem. Le premier, il était émotionnel. C'est pour ça, qu'est-ce qui se passait? Oui, pas. Ils n'étaient pas en capacité de se montrer devant Yosef. Ils n'avaient pas de figure. Mais quand il dit Geshu, Naëla, et quand c'est quoi Vaïgash? Maintenant, parlons de Tachles, parlons du cerveau, parlons du projet. Alors là, ils comprennent que oui, d'accord, ok. Maintenant, on peut continuer à vivre avec toi. Parce que si c'était que émotionnel, ils n'auraient pas pu continuer à vivre avec Yosef. Il leur a fait trop de mal pour qu'ils puissent vivre ensemble. Mais si on a un projet en commun, alors on comprend que tout ça c'était un projet d'Hachem. Tout ça c'est une grande photo et c'est un projet. Donc maintenant on est un peuple. On n'est pas une famille, on est un peuple. On a compris aussi pourquoi et c'est quoi Od Avichai. Tu sais quoi Od Avichai? Moi je pense, ça c'est Rav Hirsch il dit pas. Moi je pense que selon son méthode c'est Nifla. Il sait que Yosef, que Yaakov il est vivant. On sait que Yaakov est vivant. Mais, il n'y a pas que Yaakov. Il y a Israël. Israël, on a dit la différence entre Yaakov et Israël. Yaakov, c'est l'homme particulier, le père de famille. Israël, c'est celui qui est au-dessus de la nation. Celui qui a des projets. Celui qui voit les choses en grand. Alors, il dit, Yosef, je sais que Yaakov, il est vivant. Mais à Od Avichai, est-ce que Israël, est-ce que les projets de mon père, est-ce que le projet du peuple juif, il est toujours existant? Et en réalité, Yaakov Avinu, il avait plus de Ruach HaKodesh. Seulement quand il va voir que Yosef il est vivant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vatehi! Là, il est vivant. Là, il a ressuscité. Parce que, et là, tout de suite, qu'est-ce qui va naître après tout de suite? Vaya comme Israël, vaya vo Israël. C'est de Israël qui parle. Il parlait pas de Yaakov quand il demande à Od Avichai. Il savait qu'Yaakov était vivant. Il parlait de Israël. Est-ce que Israël était toujours vivant? Et Israël était éteint. Seulement lorsqu'il va entendre que Yosef il est vivant, là, Israël va se rallumer. Donc ça, on a répondu sur le comportement de Yosef, aussi de différences qu'il a fait avec Binyamin. Yaakov Avinu maintenant, on passe. Yaakov Avinu, il veut descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il y a un projet. On a dit pourquoi il va venir s'installer. Va voir Yosef et repars. N'est-ce pas? On a posé cette question. Repars chez toi. Pourquoi tu quittes Israël? Yaakov Avinu, il est devenu maintenant Israël. Et Israël, le projet, il est de créer un peuple qui rayonnera présence divine devant tout le monde. Pour ça, une des conditions, c'est quoi? C'est de se trouver en Égypte. C'est l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte, elle a pour but de dévoiler Hachem dans tout le monde. À tel point que tous les goïms, ils vont entendre, il va entendre à la fin et il va venir se convertir. Pourquoi? Parce que le seul moyen de rendre ma famille, Yaakov Avinu lui dit, ma famille, le seul moyen de transformer ma famille en nation, en un peuple qui dévoile la présence divine, c'est seulement par cette traversée en Égypte. Et de ça, Yaakov, il a peur. On a posé la question, il va rêver dans la nuit, et Hachem va se dévoiler, et il va lui dire, n'aie pas peur. Mais il avait jamais peur. Au contraire, il était comme un fou. Il a dit, je vais aller voir Yosef. Il y a Yaakov qui va voir son fils, il est super content. Mais il y a Israël qui va descendre, il va s'installer en Égypte, et de ça, on appréhende. Pourquoi on appréhende? Parce que c'est vrai qu'on va aller rayonner, etc. Mais on peut perdre le peuple juif comme ça en Égypte. C'est pour ça qu'après il va falloir établir des plans, Goshen. Et sur ça, qu'est-ce qui répond à Hachem? Allez voir les flins. Il répond à Hachem à Yaakov Avinu,
Perek Memvav, Pasuk Gimel, Vayomer, Anochi Ha'el Eloi Avicha, Al tira mered Mitzrayim, Ki le goy gadol asimcha sham, je te ferai une grande nation. La crainte de Yaakov, elle n'était pas sur lui, elle était sur sa nation, sur son projet. Anochi ered imcha, va Anochi alcha gam alo, je te descendrai, je reviendrai. Niflo veyoiser, nifla beyoter. Il y a cette paracha, elle est il y a deux voies, il y a deux masloulim. Il y a le masloul, famille de Yaakov, les histoires, Mechirat Yosef, machin. Et là, si c'est que ça, on comprend rien. Mais il y a un masloul au-dessus. Il y a le masloul, les mitkadmin. D'accord? Il y a le Toar Sheni. Toar Rishon, Toar Sheni. Toar Sheni, c'est quoi? C'est le Am Israël qui est en train de se fonder. Et la dernière question, c'était quoi? Pourquoi, quand Yaakov Avinu, il va voir Paro, de quoi on discute? Quel âge t'as? 130 ans, une vie pas terrible. Kol tov leitrot. C'était ça la discussion. Alors Abotai dit Ravir, Davar Nifla. Regardez le pasouk. Lisez dans le pasouk. Regardez. À la fin de la paracha. Avant la Aliyat Shvi, juste avant, Perek Mem Zayin, Pasuk, Zayin. Je reprends les psukim qu'on a lu tout à l'heure. Vayave Yosef et Yaakov avi, vayamideu lifnei Paro, vayivarech Yaakov et Paro. Il amène Yosef, il amène Yaakov et il le présente devant Paro. Vayomer Paro el Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Il lui demande, Kama yeme shene chayecha. Il aurait pu lui demander, Kama shene chayecha. Combien d'années tu as? Non. Combien de jours d'années tu as? Kama yeme shene chayecha. Vayomer Yaakov el Paro, yeme shene megurai. Les jours des années de mon habitation, megurai, Shloshim ou Me'at Shana, 130 ans. Quand je demande à quelqu'un quel âge tu as, il me dit, j'habite ici dans ce monde 130 ans. Non, je vis 130 ans. Me'at Veraim ayu yeme shene chayai velo isigotu. Il dit le Ravirch, il dit la question de Paro et la réponse de Yaakov, elle n'était pas seulement sur la vie physique, elle était aussi sur la vie physique. Quand on dit à quelqu'un Kama yeme shene chayai, on ne parle pas seulement combien d'années tu es là. Ça sert à rien, ça change rien, Yaakov, si t'as 130 ans, ou si t'as 330 ans, ou si t'as 15 ans. L'homme est chané, que ça change quel âge t'as? Il lui dit, Kama yeme, combien de jours, on a dit dans Parashat Chaïsara, Ravirch aussi, c'est quoi Baba Yamim? Baba Yamim, c'est que parfois, quand on est dans la vie de tous les jours, on est pris par des choses, alors on a des moments qui passent, des jours qui passent, des semaines qui passent, c'est déjà Shabbat, c'est déjà, et finalement, tous ces jours-là, ils se sont envolés, on les a pas vécus. Par contre, donc on peut avoir quelqu'un qui a vécu 120 ans, mais en fait, combien de temps il a vécu? Peut-être 20 ans, peut-être 20 ans il a vécu. Pourquoi? Parce que tout le reste, il était tout machin, et Jean-Richard Richard de carrière, il avait la tête, elle était pas là, elle était pas dans sa vie, elle était dans le folklore. Mais il y en a qui sont Baba Yamim. Il y en a ils étaient pas beaucoup d'années sur terre, mais ils ont tellement vécu les moments que Hachem leur a donné, que c'est, alors il lui dit, Paro, il dit à Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Vous êtes une famille de personnes intelligentes, des personnes qui savent qu'est-ce qui est l'essentiel dans leur vie. Ton fils, il a réussi à me sauver. Alors je souhaite à savoir, quel est ton secret? Combien de jours dans ta vie tu as vécu? Kama yeme shene chayecha. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Vayoma Yaakov el Paro. Il dit, ma vie sur la Teudat Zeut Megurai. Un homme dans ce monde-là, il n'est pas là pour s'installer. Sa vie, il vient, tac, il s'en va. Donc, Megurai. J'ai habité dans ce monde 130 ans. Mais mes jours, il n'y en avait pas beaucoup. Me'at Veraim ayu yeme shene chayai. Par contre, les jours de mes années, ils étaient peu. J'ai pas beaucoup profité de la vie, j'ai pas beaucoup vécu. Parce que mon regesh, mes émotions m'ont focalisé sur toute ma tristesse, tous les problèmes que j'ai eus. Donc c'était Me'at Veraim. Il dit par Chazaku Baruch, Koltou. J'ai eu mon enseignement. Il voulait pas savoir quel âge il a. Il voulait savoir qu'est-ce qu'une vie, comment vivre. Alors il a dit, tu peux vivre 130 ans, habiter dans ce monde, Megurai, 130 ans, mais Yemesh Nechayai, mais mes jours de vie, Me'at Veraim, peu et difficile. Ça, c'est donc ce qu'on voit dans notre paracha. Nous voyons que, fin de Sefer Bereshit, le peuple juif est prêt. Il est mis en place. Nous avons 12 tribus.
chacun connaît la nécessité de l'autre. Les différences vont former nos atouts, notre puissance. Deuxième étape, on est conscient de l'hiérarchie, du besoin de l'hiérarchie. Cette hiérarchie-là va nous faire tous connecter à Hachem. Et non pas on va pas voir quelqu'un qui est plus intelligent ou plus fort que nous en tant que, il se moque de moi, non! Cette hiérarchie-là rapproche. Et dernière étape que cette paracha nous apprend, c'est que tout ça doit se passer en Égypte, là où il y a l'antithèse du judaïsme. Et c'est là que les Juifs vont créer dans leur corps des anticorps. Et là, ils vont pouvoir dévoiler le judaïsme dans tout le monde. Et comme ça commence l'exil de l'Égypte jusqu'à la fin, où là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir en feu d'artifice, don de la Torah, Kiryat Yam-Souf. Hachem se dévoile dans le monde à travers ces traversées-là. Et c'est comme ça que la famille de Yaakov se transforme en peuple d'Israël. Yaakov est passé à Israël. Yaakov, c'était l'homme particulier qui était focalisé dans son regesh, dans ses émotions. Mais là, quand il a passé le switch, il est passé et tous les frères sont passés à l'intellectuel. Là, on devient des hommes de projet. Là, la Ruach HaKodesh, elle revient chez Yaakov Avinu. Et là, il fait des zvachim. Il va à Beersheba, il fait des zvachim. Pourquoi il fait des zvachim à Beersheba? Il dit, les Avot HaKadoshim, Avraham, c'est vrai qu'il faisait des holot. Et lui, il a fait des zvachim. Quelle est la différence entre des holot et des zvachim? Holot, un korban hola, tout le korban, il monte à Hachem. Zvachim, il se partage aussi à la famille le mange. Il dit Abraham et Yitzhak, ils ont fait des holot. La présence d'Hachem, il était présent dans le monde, mais ils vivaient pas Hachem. Leur famille ne criait pas Hachem. Donc c'est le korban, il était tout pour Hachem. Mais il dit Yaakov, mais non, que j'ai compris que tout est un projet, que toute ma famille c'est le peuple juif. Bah, il se barre zvachim, il fait des zvachim, mangez tous. C'est ce qui se passe à la sortie d'Égypte. On prend un agneau et on le mange tous. C'est quoi l'agneau? C'est le même zvachim. C'est quand on prend toute la famille, on annonce tous Hachem. Alors on prend la avodah zara des Égyptiens, le mouton, et dit, on mange, on fait, c'est ça la fête. Parce que Hachem se trouve dans la famille Babaït. Yaakov kra'o Baït. Baruch Adonai Le'olam, amen ve'amen.